Dans l'Empire de la valeur, en Orléans, vous menez cette réflexion critique et vous plaidez pour une approche pluridisciplinaire en économie. Vous commencez par interroger ce qui fait la valeur. Et donc, première question, pourquoi poser la question du statut de la valeur? Qu'est-ce qui fait la valeur, selon vous? Selon la théorie néoclassique. Merci. D'abord, je suis très content d'être ici, surtout dans cet amphi où j'ai enseigné pendant pas mal d'années et il y avait beaucoup moins de monde. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Oui, pourquoi m'interroger sur la valeur? Au fond, c'est venu très tardivement parce que mes domaines d'intérêt étaient plutôt les questions monétaires et les questions financières. Et il m'est apparu au cours des dernières années qu'en fait, les questions que je me posais à propos de la finance et de la monnaie, en fait, étaient plus générales et conduisaient à m'interroger plus largement sur la question de la valeur. Et ma perspective, qui a toujours été donc une perspective critique par rapport à la théorie néoclassique, justement s'est enrichie du fait que à ce moment-là, j'ai compris que cette question de la valeur était vraiment une question transversale, une question très importante, et que si l'on voulait pouvoir améliorer, agrandir, faire que l'économie soit plus adaptée à penser les réalités, alors il fallait en venir sur la question de la valeur. Et c'est ça qui a justifié cette interrogation sur la valeur. Et donc, dans la théorie néoclassique, ça veut dire qu'il y a une conception particulière de la valeur qui ne vous satisfait pas? Oui. Ce qui m'a... D'ailleurs, ce n'est pas seulement la théorie néoclassique, mais c'est aussi la théorie des classiques. Cette idée que je développe là dans l'Empire de la valeur, c'est que c'est ce que j'appelle une approche substantialiste. Je veux dire par là que ce soit le travail, que ce soit l'utilité, il s'agit dans les deux cas d'arriver à trouver un principe de valeur qui soit en amont de l'échange et qu'on puisse donc saisir en tant que tel, que ce soit le travail ou l'utilité. Et d'ailleurs qui peut faire lieu d'une description qui soit antérieure à l'échange. Donc les économistes ont essayé d'aller en quelque sorte au-delà du prix monétaire pour essayer de trouver une réalité cachée qui expliquerait d'où vient la valeur, c'est-à-dire pourquoi la question, qui est évidemment la question principale sur les économies, d'où vient le prix, comment il se construit. Et donc cette idée, ça a été d'essayer de déterminer ce qui pourrait être une substance qui explique cette valeur. Donc chez les classiques, comme vous le savez bien, ça a d'abord été le travail, donc c'est la quantité de travail qui était au fondement de la valeur, et chez les néoclassiques, c'est la question de l'utilité. Ça a beaucoup d'effets cette analyse parce que, en quelque sorte, elle permet de fonder l'échange et la valorisation en dehors de l'échange, en dehors de la prise en compte de l'échange et évidemment de la monnaie. On peut comprendre, à partir simplement de l'utilité ou du travail, on pouvait comprendre pourquoi il y avait de la valeur. Et ça explique d'ailleurs un point important, c'est que le rapport idéal type pour ces deux théories, c'est le rapport de Trock. Parce que dans le rapport de Trock, précisément, l'expression des valeurs se fait de manière immédiate. Les deux objets s'échangent au prorata de l'utilité ou de l'utilité marginale, c'est compliqué. Mais en fait, on n'a pas besoin, dans ce système, on n'a pas besoin de monnaie. Et vous comprenez, donc ça aboutit d'ailleurs à cette chose qui m'a toujours paru vraiment compliquée et à la limite aberrante, c'est que ces théories de la valeur ont toujours pris le troc comme étant le rapport paradigmatique qui permet à la théorie de penser la valeur et l'échange. Or, un tout petit peu de distance par rapport à cette question du troc montre quand même que c'est très paradoxal, dans la mesure où le troc se pratique le plus souvent dans des économies qui ne sont pas des économies marchandes, qui sont des économies archaïques et pré-marchandes, et qui a aussi cette autre particularité, c'est que quand il y a du troc dans les économies marchandes, c'est le signe infaillible que ces économies sont en crise. Donc il y a quelque chose d'assez paradoxal de prendre ce type de rapport, qui est le rapport de troc, comme étant le rapport paradigmatique pour penser l'échange. Personnellement, j'essaye de construire une théorie alternative dans laquelle la valeur est fondamentalement liée à la monnaie et au prix monétaire. C'est du fait de l'échange monétaire, c'est la monnaie elle-même qui est au fondement de la valeur.
et pas du tout cette idée qu'on pourrait la réduire, n'est-ce pas, à l'utilité et au travail. Ça aboutit à une compréhension de l'échange monétaire qui est très particulier. On pourrait dire parce que la monnaie, en quelque sorte, et les prix monétaires, dans mon analyse, construisent elles-mêmes leur propre système de valeur à partir de la monnaie. Et donc, on peut dire que c'est, on pourrait dire que c'est autoréférentiel. C'est l'espace monétaire qui est fondé, comme on le verra, sur le désir de monnaie, qui est au fondement de la valeur. Et le rapport avec l'utilité ou le travail est toujours un rapport indirect. C'est assez intéressant et aussi complexe et paradoxal parce que, en quelque sorte, le lien entre l'échange monétaire, par exemple, et l'utilité est un lien qui est uniquement indirect. Ce qui meut les agents économiques, contrairement à la théorie néoclassique, c'est pas la recherche de l'utilité, c'est simplement la recherche de la monnaie. Et le rapport qu'il peut avoir entre cette recherche de la monnaie et l'utilité et le bien-être devient tout à fait indirect. On ne peut pas être, on pense évidemment qu'il va y avoir un certain rapport entre les deux, mais il n'est certainement pas direct. Il y a un monde, c'est un peu comme ça que je vois la question de la valeur dans son lien à la monnaie, comme un monde sui generis qui crée sa propre règle du jeu, comme un peu n'importe quel espace de valeur. Un espace de valeur, ça crée sa règle du jeu, son désir de valeur, que ce soit des valeurs religieuses ou autre chose, et elles sont fondamentalement liées, dans le cas des valeurs marchandes, à l'existence de la monnaie. Juste un point, ça peut paraître, j'imagine, pour ceux qui n'ont pas lu, c'est une modification assez profonde de la manière de saisir la question de la valeur. Mais pour voir son utilité, on voit bien par exemple que le critère d'utilité n'est pas un critère très efficace pour penser ce qui va être marchand ou non marchand. Si vous lisez la littérature sociologique, je pense par exemple à Viviana Zelitzer, qui est une sociologue, et qui a analysé ce qui était de l'ordre du marchand et du non-marchand. Vous apercevez que le critère qui fait passer de quelque chose du marchand et du non-marchand, c'est pas l'utilité. Il y a beaucoup de choses qui sont très utiles et qui ne sont pas du tout des marchandises. Il y a vraiment un conflit, on pourrait dire, de valeurs qui fait que certaines choses, si on prend par exemple les organes humains, le sang ou dans le passé la terre, le fait qu'elles aient été marchandisées, qu'elles soient rentrées dans l'espace de circulation, n'a ni affaire avec la question du travail, ni affaire avec la question de l'utilité. Et ça permet aussi de résoudre, par exemple, tout ce qui est autour des tableaux, des œuvres d'art qui peuvent rentrer tout à fait dans les circuits marchands, même s'ils sont en dehors de l'utilité ou non. C'est donc une vision très différente que j'ai du système de valeur et qui s'oppose à cette idée de valeur-substance pour une idée de valeur qui est fondée sur le désir de monnaie et sur le prix monétaire. Alors, est-ce que vous critiquez dans la valeur substance, c'est le fait que ce ne soit pas réaliste? À la limite, on pourrait dire c'est une modélisation, la science a besoin de modélisation. Est-ce que c'est en quoi ça pose problème d'avoir une valeur substantielle il me semble que ça pose problème pour la raison que je viens d'indiquer, c'est que ça ne me semble pas permettre, par exemple, de penser les phénomènes que je venais d'indiquer, c'est-à-dire qu'est-ce qui appartient ou non, qu'est-ce qui va faire que quelque chose va être marchandisé ou non, va appartenir à l'espace marchand, va donc être doté d'une valeur économique. On voit que le critère d'utilité ne permet pas de trancher. Donc il y a un effet réaliste. L'autre chose qui est, pour en revenir plus dans la technique néoclassique, c'est que l'idée de cette valeur-utilité va dépendre très étroitement de la question des préférences et la question des goûts des consommateurs. Or, je trouve que cette hypothèse, évidemment, n'est pas du tout absurde et on peut la considérer, mais je dirais comme beaucoup de choses, et c'est comme ça ma position par rapport à la théorie néoclassique, non pas que je la rejette, mais elle me semble partielle, elle ne me semble pas saisir, disons, le cœur des phénomènes. Et ici, l'idée d'exogénéité des préférences, le fait de poser l'individu en tant que souverain, au sens où c'est lui qui est le producteur de l'évaluation à travers ses préférences,
me paraît personnellement être seulement approximativement vrai, parce que ce qu'on voit sur longue période, c'est que les subjectivités des agents, des consommateurs, sont eux-mêmes des productions, je pense que je dis une banalité, hein, sont eux-mêmes une production de la société marchande et de la société capitaliste. Donc, ce qui me semble, et donc il n'y a pas en quelque sorte une naturalité que des désirs que nous aurions pour les objets. On voit bien que le désir d'objet est lui-même une production de la société marchande. Et donc, le fait de le poser comme étant exogène peut avoir de l'intérêt quand on veut faire, par exemple, de la statique comparative, etc. Je nie pas que ça puisse avoir son intérêt. Mais d'un point de vue conceptuel, il me semble que ça ne permet pas de saisir la réalité du mouvement des économies marchandes, qui est justement de produire des subjectivités à travers le marketing, la publicité, l'encadrement technologique dans lequel nous vivons, de produire des subjectivités qui soient adaptées à la marchandise. Et donc, une deuxième raison qui fait que cette idée d'une valeur qui serait fondée sur la subjectivité des acteurs ne me paraît pas la bonne voie. Et voilà, c'est donc deux raisons qui me séparent de la pensée néoclassique. Dans votre ouvrage, vous développez énormément sur les marchés financiers. Vous utilisez comme exemple en fait, d'un marché dans lequel, en dehors même du fait de ce que vous venez de mentionner, en dehors de l'existence d'un marketing ou quoi que ce soit, vous montrez que ces marchés, vous développez l'idée selon laquelle les actions des agents sur ces marchés ne sont pas conformes à ce que dit la théorie néoclassique. Avant peut-être d'exposer justement votre analyse de ces marchés, qui est, je pense, un bon exemple d'une des composantes de votre analyse, est-ce que vous pourriez justifier le recours à cet exemple spécifique des marchés financiers, puisque eux-mêmes sont analysés de manière un peu particulière par la théorie néoclassique? Oui, et je crois que, précisément parce que une des particularités de ces marchés qui fait qu'ils sont spécialement intéressants, c'est que ce sont des lieux de valorisation, c'est aussi des lieux de production de la valeur économique. Et donc, en tant que tels, ils sont intéressants dans mon propos qui était d'examiner comment se crée la valeur économique. Et de ce point de vue-là, donc on a en quelque sorte, à nouveau, si vous suivez ma perspective, en fait, vous avez deux perspectives, soit de partir d'une espèce de modèle bottom-up, où vous partez des évaluations privées des acteurs à partir des anticipations qui se font sur les flux de revenus, par exemple, si vous pensez à des actions. Et donc vous avez un modèle dans lequel, à nouveau, comme souvent dans la théorie néoclassique, ce qui est important, c'est la manière dont c'est l'individualisme, c'est le fait que les individus ont au départ un certain nombre d'idées, d'anticipation sur ce que sont les revenus, et ensuite le prix va s'en déduire. Donc c'est un modèle bottom-up où l'action part des acteurs. Dans le modèle, justement, moi j'essaye, et je pense qu'on y reviendra dans la discussion, d'avoir un concept de valeur qui est très différent et qui a ceci de particularité qu'il résonne en fait avec l'idée générale de valeur. Parce que c'est ça au fond mon fil directeur, c'est-à-dire de dire que la valeur économique est une valeur comme une autre. Et c'est un peu un enjeu conceptuel très difficile de montrer que la valeur économique est une valeur comme une autre. C'est-à-dire que c'est une valeur sociale qui produit de l'énergie sociale parce qu'elle est facteur de volonté chez les individus et qu'elle a quelque chose de collectif et de social. C'est un peu ce que j'essaye de faire par exemple à travers la monnaie, mais aussi à travers la valeur boursière. Donc je dirais la chose suivante pour aller vite et bien, en quelque sorte, vous présenter mon modèle conceptuel. Je pense que justement les marchés financiers sont des marchés dans lesquels sont des marchés d'évaluation et que le moteur de l'évaluation, c'est le marché plus que les acteurs. C'est ça que j'essaie de montrer. En quelque sorte, les acteurs des marchés financiers, je proposerais plutôt un modèle que j'appelle top-down, c'est-à-dire le fait que c'est les acteurs des marchés financiers qui sont informés par le marché financier plutôt que dans l'autre sens. Et évidemment, c'est un très grand paradoxe pour nous autres économistes, parce qu'on est tellement habitués au modèle inverse, c'est-à-dire que le prix se forme par le rencontre des actions individuelles, que ça peut paraître très bizarre. Et j'ai essayé, dans le livre et dans d'autres travaux,
de montrer qu'on pouvait quand même modéliser cet autre mécanisme. Alors, premièrement, l'intuition de ça. Pourquoi les marchés sont-ils producteurs de la valeur plutôt que les acteurs? Eh bien, il y a un exemple très simple que vous pouvez avoir en tête, c'est les bulles spéculatives. Dans les bulles spéculatives et dans tous les moments spéculatifs, ce qu'on observe empiriquement, c'est que c'est les acteurs qui courent en essayant de suivre et d'anticiper le marché plutôt que le contraire. Et si vous prenez par exemple le cas de la bulle Internet, vous avez des tas d'analyses et d'observations qui ont montré à quel point tous les modèles que nous avions d'évaluation, les plus traditionnels, ne fonctionnaient pas pour arriver à expliquer les cours des actions Internet, donc à la fin du XXe siècle, hein, de 99 jusqu'à 2000. Et que ces modèles, les modèles classiques, ne marchaient pas. Et donc on voit un peu ici ce que je veux dire, c'est-à-dire que lorsque vous regardiez le travail des analystes financiers, dont vous savez qu'ils ont pour rôle justement d'essayer d'évaluer, leur grande perplexité, c'était que les modèles de rendement escompté ne permettaient pas de rendre compte de modèles de prix absolument délirants, surtout pour des firmes qui souvent étaient déficitaires, ne faisaient même pas de bénéfices, etc. Et on a vu à ce moment-là naître de nouveaux modèles qui essayaient de coller à la réalité. C'est ça que j'essaye de dire. Vous voyez, ce modèle dans lequel, en fait, les acteurs, dans ces grandes phases de bulles financières, ils sont plutôt pris par le mouvement financier que le contraire. Et donc, ça a des points très importants, je trouve, conceptuellement. D'une part, ça explique un peu cette espèce d'énergie sociale extrêmement forte qu'il y a dans ces phénomènes spéculatifs. C'est des mouvements qui, à mon sens, je les ai comparés à des mouvements de ferveur religieuse. Il y a quelque chose de aussi puissant dans la capacité des cours qui augmentent énormément, de l'évolution des crédits. Je prenais l'exemple des CDS qui connaissent des évolutions exponentielles. Donc vous voyez, il y a un mécanisme là, qui est un mécanisme collectif qui emporte plutôt les acteurs que ce soit que le contraire. Donc ça vous donne un peu l'intuition. Mais on peut aller plus loin, là on n'a pas le temps, et essayer de construire des modèles parce que les modèles sont importants justement en ce qu'ils peuvent nous donner en quelque sorte une base de réflexion sur ces phénomènes très paradoxaux. Il y a plusieurs modèles que j'ai essayés, des modèles mimétiques, et il y en a un qui est intéressant, c'est un modèle autoréférentiel que je n'aurai pas le temps d'expliquer ici, mais qui est dans le livre. C'est le fait que lorsque vous avez des dynamiques de groupe où les acteurs essayent d'anticiper sur l'opinion moyenne, alors vous avez des effets où l'opinion qui va émerger sur la base de ces processus, et ça a été testé empiriquement, peut être une opinion qui n'est l'opinion de personne. C'est-à-dire que c'est à partir d'une certaine vision que les acteurs se font de la totalité, en particulier du marché, que naissent des opinions, c'est-à-dire des croyances qui se solidifient et qui pourtant sont les croyances d'aucun des agents au départ. Donc ces mécanismes, voilà, on a des mécanismes de ce type-là, autoréférentiels, qui peuvent expliquer que c'est pas... Si vous donnez au départ les croyances primaires des acteurs quant à la valeur des titres, ça ne vous permet pas de donner le résultat. Parce que les acteurs dans un marché financier, ils ne sont pas intéressés par leurs propres croyances, ils sont intéressés par pouvoir prévoir la croyance collective. Et donc il y a un jeu autoréférentiel où vous essayez de prévoir la croyance collective, et ce mécanisme-là peut produire des opinions collectives qui soient déconnectées des opinions individuelles. Donc là, on a un beau mécanisme qui va dans le sens de ce que j'essaye, très paradoxal, qui essaye de montrer comment il va y avoir la puissance et l'action et du côté du collectif, et les acteurs en fait réagissent au collectif et sont informés au collectif et ensuite le valident d'une certaine manière.